Bonjour, la capsule aujourd'hui, c'est les tests unitaires, la partie théorique. Alors, les tests unitaires font partie de l'assurance qualité. Les avantages et les caractéristiques d'un test unitaire, c'est moins coûteux si le bug est réglé avant la mise en production. Il y a moins de risque de régression, donc d'hypothéquer les éléments qui existent déjà. Donc, la régression, c'est un défaut qui est introduit dans une partie déjà en place par quelque chose qu'on ajoute. Et ça réduit la dette technique. Donc, la dette technique, c'est l'accumulation des erreurs, des omissions et les mauvaises pratiques qui compromettent la qualité du code, puis qui souvent génèrent des bugs et complexifient énormément la maintenance et la mise à jour. Ça se passe au niveau du code, ça teste une seule chose, ça fait 100 fois qu'on le dit, et ça peut être fait par les programmeurs, mais idéalement pas le codeur. Donc, autrement dit, pas celui qui a fait le code, si vous écrivez les tests après. Comme ça, on s'assure d'une validation. Si vous écrivez vos tests au fur et à mesure, donc en faisant du TDD, donc là, évidemment, c'est le codeur qui va écrire son test. Parce que le fait de le faire en TDD évite l'erreur qui serait potentielle, potentiellement plus grande, si le test est écrit après avoir écrit le code par le même programmeur. Donc, il va avoir tendance à écrire son test en fonction de ce qui est écrit dans le code et non pas de s'assurer de tester ce qui doit être testé. Il faut qu'il soit rapide. On parle de secondes, là, vraiment très, très rapide. Isolé, indépendant, ça aussi, on le dit souvent, automatique, opportun et réexécutable. Donc, l'idée, c'est vraiment de les automatiser, de pouvoir les exécuter plusieurs fois, surtout si on fait du déploiement continu, ce vers quoi on s'en va. Dans les frameworks de Microsoft, ils vous fournissent MS-Test, donc celui qui est fait par Microsoft, qui est un peu particulier. Il est mieux que ce qui était avant. Ça vient de passer en open source. C'est multiplateforme, mais il y a encore des lacunes. C'était pas aussi malléable que les autres. On a le NUnit, qui est le plus vieux. Donc, à l'origine, ça avait été fait à partir de JUnit, qui était pour Java. Donc, c'est la version .NET de JUnit. C'est multiplateforme aussi et on a une seule instance pour tous les tests. Donc, quand il travaille avec une seule instance pour tous les tests. Ce qui peut parfois créer des problèmes avec les éléments en mémoire, dépendamment de ce que l'on teste. Donc, il y a plusieurs tests, ça ne fait pas de différence, mais d'autres, oui. Le XUnit, qui est plus récent, a cette possibilité-là d'avoir seulement une instance par test. Donc, ils sont vraiment plus isolés. Donc, c'est plus fonctionnel. Beaucoup utilisent encore le NUnit parce qu'ils sont habitués d'utiliser le NUnit, mais la tendance va vers le XUnit+. Ça évolue rapidement, ça change rapidement. Le XUnit devient le plus en plus populaire, mais honnêtement, au niveau de la structure, ça se ressemble terriblement. Il y a quelques changements au niveau de la syntaxe. Quand on les utilise pour les écrire, pour les créer, NUnit, XUnit, on est pas mal au même combat, là. Donc un petit peu d'ajustement de syntaxe, mais c'est pas mal la même chose. C'est plus en arrière que ça fait une différence, donc au niveau, par exemple, de l'instance versus le multi-instance, ça joue. Mais quand on l'écrit, quand on le compose, c'est vraiment juste une question de vocabulaire et de syntaxe. Mais sinon, c'est pas mal la même chose. Dans les standards, les conventions, pour nommer notre test, on va mettre le comportement attendu lorsque voici le comportement attendu et on termine par underscore test ou test avec un T majuscule, comme par exemple attaque underscore point de vue suffisant ou point de vue suffisant underscore attaque. Ces deux noms-là peuvent être utilisés. Pour ce qui est du point de vue, ou encore lance-exception si le point de vue sont insuffisants, ou si le point de vue est insuffisant, lance-exception. Donc, c'est les deux orientations. Soit on prend un, soit on prend l'autre. Et on finit par underscore test. Créer un projet unitaire test
Unit ou NUnit, ou MS Unit, c'est MS Test si vous voulez, là. Donc, vous allez ajouter votre projet à votre solution. C'est un projet séparé. Donc, vous avez déjà fait les multi-layers. Donc, vous avez explosé votre projet en plusieurs projets. Pour l'instant, on a un projet pour la partie VC, donc la partie contrôleur et view. On a une partie pour l'accès aux données. Donc, on parle des repos et de la connexion à la BD faite avec le DB Context, donc le pont fait entre les deux dans le DB Context, et les modèles à part. On pourrait exploser encore puis avoir, par exemple, la partie VC, donc les views, les contrôleurs séparés en deux, donc la partie admin, la partie interne du site, jouer avec les listes de catégories, ces choses-là, et la partie client, la partie utilisateur de l'application, donc soit client, soit ça peut être des employés, hein, ça dépend de l'application qu'on a, mais des usagers. Donc, on aurait pu exploser aussi de cette façon-là. Plus c'est gros, plus on explose. On pourrait aussi fractionner avec le area que vous avez vu dans votre cours 2W5 et aussi avec les pages Razor de l'identity. Donc, ça peut permettre de subdiviser. Bien, même chose, on veut isoler le test. Donc, le test va devenir un projet en soi. C'est une catégorie de projet quand vous ajoutez un projet dans votre solution qui existe là, dans Visual Studio ou dans VS Code. Et vous choisissez le type que vous voulez, MS Unit, XUnit ou MS Test, c'est-à-dire XUnit ou NUnit. Celui que vous souhaitez utiliser. Idéalement, vous essayez de ne pas faire de mélange. Donc, dans une solution, soit vous utilisez le XUnit ou le NUnit ou le MS Test, mais pas un peu des deux. Donc, on en choisit un, c'est ce modèle-là qu'on va prendre pour tout le projet. L'avantage de le mettre dans un projet à part, c'est justement, il est isolé et je ne vais pas le mettre en production. Donc, quand je veux l'insérer dans ma solution, parce qu'au niveau de la programmation, quand on fait le développement, c'est vraiment utile d'avoir le projet de test le plus proche possible pour qu'on puisse tous aller ajouter nos éléments dedans. Par contre, on ne veut pas l'envoyer en déploiement. Donc, évidemment, le projet test n'est jamais déployé. Alors, c'est les petites commandes ici VS Unit parce que c'est un petit peu plus demandant de le faire dans VS Unit. Vous le faites avec les lignes de commande ou dans MS Project, donc ajouter un projet comme on va faire ensemble dans la pratique. Et comment on fait pour isoler mes données de la base de données, donc isoler mes données d'un test à l'autre, que ce soit indépendant? Alors, je vais utiliser ce qu'on appelle des mocks. Souvent, alors, j'ai la possibilité d'écrire carrément des listes ou des tableaux de données dans mes tests qui vont servir de données de départ ou d'utiliser des mocks. C'est quoi un mock? C'est quoi du mocking? Bien, c'est la même affaire que quand vous vous moquez de votre petit frère pour le faire enrager. Là. Donc, vous imitez la base de données. Donc, c'est ni plus ni moins qu'une librairie contenant des données, des listes de données, des tableaux de données, selon la librairie que vous utilisez et l'objet que vous choisissez qui imite les relations que vous avez dans votre base de données. Ça, c'est fait pour ça. Donc, vous avez des librairies de mocking déjà existantes, des frameworks qu'on va pouvoir utiliser et intégrer à nos tests. Ça permet d'isoler les données. Ou on va faire des tests où on va avoir quelques données, donc on va pouvoir les mettre directement ici dans les entêtes. Donc, la structure d'un test unitaire, vous avez évidemment l'élément de classe test, l'objet à tester suivi du mot test. Le test méthode, donc ça dépend du test que vous allez faire. Vous allez identifier là, certains éléments et vous allez donner des faits. Donc, qu'est-ce qui va être testé, qu'est-ce qu'on va utiliser et qu'est-ce qui est là préalablement. Dans les tests fonctionnels, vous aviez les préconditions, donc qu'est-ce qui est supposé être vrai? Bien, fact, c'est un peu la même chose, donc on part avec quoi au départ? Et vos mocks, quels sont les statuts de vos données au départ?
Donc, la catégorie de test qui est optionnelle, donc parce que ça va super vite là, dans un gros projet, puis même un projet pas tant gros, ça se multiplie très rapidement. Alors, le fait de les catégoriser, ça permet, lorsqu'ils sont exécutés en batch le soir, par exemple, et on regarde le rapport le matin, de plus facilement retrouver la section qui vous intéresse si vous les avez catégorisés. C'est beaucoup plus facile. Mais c'est optionnel. Ensuite, évidemment, le nom du test comme tel, donc donné un peu comme on a vu préalablement, donc ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on teste, et finir par le mot test. Il y a 3 étapes dans le contenu d'un test. Donc, il y a le arrange, donc créer des objets qui permettent de réduire des dépendances. Donc, c'est là qu'on va aller ici lui dire, ben, va utiliser le mock ou va utiliser la liste que j'ai ici déterminée un peu plus haut. J'exécute la méthode qui est attestée ou la création de l'objet qui est attesté. Et j'ai des asserts, un ou des asserts, dont je m'attends à quoi comme résultat. Et là, dans les asserts, j'ai plusieurs options. Are equal, are unequal, is nul, is true, is false. Donc, toutes sortes de méthodes comme ça qui permettent de vérifier qu'est-ce qui est attendu comme résultat et qu'est-ce que j'ai comme résultat actuel. Donc, la comparaison des deux. Si vous regardez cette structure-là, ça ressemble à ce que vous avez dans vos tests fonctionnels aussi, hein? Donc, sauf que les tests fonctionnels, c'est par étape du processus. Voici ce que j'attends après cette étape-ci. Voici le résultat obtenu. J'ai un message erreur. Où je suis supposé de passer de tel statut à tel statut. Ah, c'est pas ce statut-là qui m'apparaît. Donc, ici, c'est vraiment le même combat, mais au niveau granulaire, plus petit d'une méthode. Donc, les tests, c'est toujours ça. Je m'attends à ce que mon système réagisse d'une certaine façon. Et voici comment il réagit. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? J'ai la possibilité aussi de provoquer des exceptions. Donc, dans un certain cas, je pourrais l'amener à une exception, mais une exception gérée, pas une exception qui fait cracher mon système avec une belle page 404.